je fais pas de bêtises. Voilà. Chapitre 6. La présence de l'eau. Le poisson était bon, et Orquite d'humeur causante. La première chose à se rappeler à propos du territoire que je protège, m'expliqua-t-il, c'est qu'il y a de l'eau partout. L'eau, ça mouille, voilà le problème. Je souris croyant qu'il plaisantait. Il me jeta un regard sévère. Il n'y a pas de quoi rire, Tom Ward, par ce mot. Je veux dire que l'eau s'immisce partout. Elle s'introduit dans le sol, dans les corps et même dans les âmes. Elle imprègne ce territoire, crée un environnement propice aux émanations de l'obscur. Or, nous sommes des êtres terrestres, pas des créatures aquatiques. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elles. La baie de Morecambe, par exemple, est comme une... Alors, J, on a un nouveau venu? Ouais. Vas-y, il est bizarre, mais donne-lui une carte. Ouais. Et merci beaucoup, Ellie, pour le follow. C'est là que je me dis qu'il faut vraiment que je change les alertes, parce que celles-ci, elles sont trop violentes pour la lecture. Or, nous sommes des êtres terrestres, pas des créatures aquatiques. C'est pourquoi il est si difficile de lutter contre elles. La baie de Morecambe, par exemple, est comme une morsure que la mer a infligée au comté. Des chenaux dangereux parcourent les sables mouvants qui en tapissent le fond. Les gens les franchissent à marée basse, mais le flot remonte vite et parfois un épais brouillard se forme qui les égare. Chaque année, l'océan s'empare ainsi de chevaux, de voitures et de leurs passagers, qui disparaissent sans laisser trace. Puis il y a des lacs du Nord, dont le calme est trompeur et qui recèlent dans leur profondeur des choses redoutables. Me rappelant le conseil de mon maître, je dis « Monsieur Grégory m'a raconté que vous avez vaincu le gobelin de Coniston et qu'il avait tué une douzaine de personnes avant que vous ayez sécurisé les rives du lac. » À ces mots, Orquite rayonna. Oui, Tom Ward, c'est un vrai mystère qui défiait l'entendement des autorités locales. La créature s'emparait des pêcheurs solitaires et les entraînait par-dessus bord. On a d'abord pensé que les malheureux s'étaient noyés accidentellement. Or, leur corps n'était jamais retrouvé. Quand le nombre de victimes est devenu inexplicable, on a fait appel à moi. La tâche n'était pas simple. Je soupçonnais qu'il s'agissait d'un éventreur, mais où était son repère? Où se cachait-il les corps après les avoir vidés de leur sang? Dans ce métier, Tom, il faut faire preuve de patience et de persévérance. J'ai fini par trouver. Son antre était une grotte sous les rives du lac. Il y tirait les malheureux qu'il avait capturés et s'abreuvait à loisir. J'ai donc creusé la surface pour atteindre la caverne. J'ai découvert une vision de cauchemar. L'endroit était plein d'ossements et de cadavres aux chairs pourrissantes, mêlés au corps exsangue de dernières victimes. Je n'oublierai jamais cette puanteur. J'ai guetté l'éventreur pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à ce qu'il revienne, enfin avec une nouvelle proie. Il était trop tard pour sauver le pêcheur, mais je suis venu à bout du monstre avec du sel et de l'émail de fer. Quand nous avons rencontré M. Gilbert au bord du canal, repris-je, il nous a expliqué que vous étiez parti dans le nord, où on avait repêché un cadavre vidé de son sang. Était-ce une victime de cet éventreur ou y en avait-il un autre? Orquay se tourna vers la fenêtre et regarda fixement au dehors, comme plongé dans ses pensées. Au bout d'un long moment, il finit par répondre. Non, c'est une sorcière des eaux. Leur nombre augmente en ce moment. Le temps que j'arrive, elle était loin. Elle frappera de nouveau, c'est certain. Espérons seulement qu'elle se manifestera un peu plus près de chez moi, pour que je puisse la prendre en chasse. Mais nous n'avons pas que les éventreurs et les sorcières des eaux à surveiller. Il y a aussi les skeltes. As-tu entendu parler des skeltes? Je fis non de la tête. Ce sont des êtres très rares qui vivent dans les crevasses, soit sous l'eau, soit juste sous la surface. Au lieu d'une langue flexible, ils possèdent un long tube creux, au bout pointu, qui leur permet d'aspirer le sang de leurs victimes. Mais c'est horrible! Horrible en effet, mais le prédateur veut devenir la proie. Mais le prédateur peut devenir la proie. Il est parfois utilisé dans les rituels des sorcières des eaux. Elles attendent qu'il se soit rempli de sang d'une victime qu'elles ont choisi dans ce but, puis elles démembrent le squelette et le dévorent encore palpitant. La magie du sang qu'elles en tirent est 3 fois plus puissante que celle obtenue en s'abreuvant directement sur la proie. Arkwright se leva, marcha jusqu'à l'évier et s'empara du grand couteau que j'avais remarqué à mon arrivée. Il le déposa devant moi sur la table. J'ai tué un squelette avec ça, il y a moins de 5 ans. Je lui suis tombé dessus par surprise et lui ai tranché les pattes. Le métal de cette lame, comme celle de mon bâton, est un alliage d'acier et d'argent, qui en fait une arme très puissante. Depuis, j'en ai aussi attrapé un jeune, près du canal. 2 en 5 ans, cela signifie qu'il se multiplie. Nous avions terminé notre petit déjeuner et Orquette s'adossa à sa chaise en se frottant le ventre. Le poisson t'a plu, Tom Ward? Oui, merci, il était excellent. Une jambe de sorcière d'eau aurait été encore meilleure. Tu y goûteras probablement avant la fin de ton séjour. Je le fixai abasourdi. Il mangeait les sorcières?
Il éclata alors de rire. Oh, je plaisante, petit, même rôti à point, je ne toucherai pas un morceau de sorcière au bout d'une perche. Mes chiens ne sont pas aussi chipoteurs, tu t'en apercevras un jour ou l'autre. Je me demandais s'il enfermait ses chiens. Attends, je me demandais où il enfermait ses chiens. Je ne les avais ni vus ni entendus. Sache que le principal problème ici, continua Arkwright, ce sont les sorcières aquatiques. Contrairement aux autres, elles peuvent traverser l'eau, surtout les eaux stagnantes. Elles tiennent des heures sans respirer, cachées sous la surface. Elles s'enfouissent dans la boue ou dans la vase, attendant qu'un imprudent passe à proximité. Aimerais-tu en voir une, Tom Ward? Je hochai la tête sans enthousiasme. Pendant l'été, mon maître et moi avions combattu les 3 principaux clans de sorcières de Pendle. La tâche avait été rude, et nous avions eu de la chance de nous en tirer vivants. J'avais eu mon compte de cette engeance pour un bon moment. Cela dut se lire sur mon visage, car Orkwhite eut un petit sourire. Oh, n'aie pas peur, elle ne mord pas. Elle est hors d'état de nuire, comme tu pourras le constater. Je vais te faire visiter le moulin et te la montrer, mais d'abord, nous allons préparer ta literie. Suis-moi. Je le suivis en haut de l'escalier et jusque dans la petite chambre avec le matelas nu. Aide-moi à le descendre, m'ordonna-t-il. Nous transportâmes le matelas dans la cuisine, après quoi, il repartit et revint avec des draps et des couvertures. C'est un peu humide, mais ça séchera vite près du fourneau. Ensuite, on remontera tout ça dans ta chambre. Maintenant, j'ai 2 ou 3 choses à faire en haut. Je te rejoindrai dans une demi-heure. Profites-en pour noter ce que tu viens d'apprendre sur les sorcières d'eau et les skelets. Tu as apporté ton cahier, j'espère. Je fis signe que oui, et il conclut. Alors, au travail. Je sortis donc de mon sac mon cahier, ma plume et ma bouteille d'encre, et me mis à l'ouvrage tandis qu'il remontait. J'écrivis tout ce que j'avais retenu de cette première leçon, me demandant ce qui se passait à l'étage. Je crus un instant entendre des voix, mais quand mon nouveau maître redescendit, moins d'une demi-heure plus tard, son haleine sentait le vin. Alors, saisissant son bâton et s'emparant d'une lanterne, il me fit signe de le suivre. Nous traversâmes la pièce par laquelle j'étais entré. À part le chandelier que j'avais emporté dans la cuisine, rien n'avait bougé depuis mon arrivée. Je revis la table, les 2 chaises, les caisses de vin et les bouteilles vides et les 3 fenêtres condamnées. Puis, la fenêtre de la lanterne me révéla une chose que je n'avais pas remarquée précédemment. À droite de la porte d'entrée, il y avait une trappe. Orkwhite me confia son bâton. Il se pencha, de sa main libre, empoigna l'anneau de fer et tira. Des marches en bois s'enfonçaient dans l'obscurité et on entendait le bruit de l'eau courant sur les cailloux. Habituellement, me dit Arkwright, l'endroit est sans danger, mais je suis resté absent 6 jours et la situation a pu évoluer. Par précaution, je te conseille de rester près de moi. Sur ces mots, il entama la descente. Je le suivis, chargé de son bâton, nettement plus lourd que ceux que j'avais utilisés jusqu'ici. Une forte odeur de bois pourri assaillit mes narines et je posai les pieds non sur le sol carrelé d'une cave, mais sur la rive boueuse de la rivière souterraine. À notre gauche s'élevait l'énorme carcasse de la roue immobile. J'ai cru l'entendre tourner cette nuit, chuchotai-je. J'étais persuadé qu'elle n'avait pas réellement bougé, que c'était un phénomène de hantise, le souvenir d'un événement passé. Mais j'étais curieux d'en savoir plus. Arkwright me lança un regard furieux. A-t-elle l'air en état de tourner gronda-t-il. Impressionné, je reculai d'un pas. Il maugréa des paroles inaudibles et s'enfonça dans les sous-basses du moulin. Dans les sous-bassements du moulin. Nous arrivâmes bientôt dans une fosse carrée. Orkwhite s'arrêta, le bout de ses bottes dépassant du bord, et d'un geste m'ordonna de me pencher. Je me plaçai à ses côtés, prenant bien soin de laisser mes pieds sur le sol. C'était une fosse fermée par 13 barres de fer. Il n'y avait donc aucun danger de tomber dedans. Mais certaines sorcières, particulièrement véloces, étaient capables de passer la main entre les barres et vous agripper à la cheville. Pas question que je cours ce risque. Les sorcières d'hommes s'enterraient, m'expliqua Arkwhite. Pour les en empêcher, je les emprisonne dans une cage en forme de cube, encastrée dans le sol. Je connaissais ce type de cage. Monsieur Grégory s'en servait pour les lamias, capables elles aussi de creuser des terriers. Orkwhite tint sa lanterne au-dessus de la fosse. Regarde. La lumière se refléta dans l'eau. Dans un coin de la fosse, il y avait une sorte de tablette. Une forme boueuse se tenait dessus, que je distinguais mal. Je ne vois pas bien, dis-je. Avec un soupir d'impatience, Orkwhite m'ôta le bâton des mains.
Il faut avoir l'œil exercé. Si tu marches accidentellement sur une telle créature, elle referme ses dents sur toi et t'entraîne en quelques secondes au fond de ce qui deviendra ta tombe. Attends. Il introduisit lentement son bâton, la lame en premier, entre deux barres de fer, puis donna un coup bref. Il eut un petit cri de douleur, et quelque chose sauta dans l'eau avec un bruit d'éclaboussure. J'eus le temps d'apercevoir de longs cheveux emmêlés et les yeux brûlants de haine. Elle va se terrer au fond de sa cage pendant 1 heure ou 2. Maintenant. Mais ça l'a réveillée, hein fit-il avec un sourire narquois. Je n'aimais pas la façon dont il avait blessé la créature juste pour me la montrer. C'était cruel et inutile. Mon maître n'aurait jamais agi ainsi. Habituellement, elle est plus rapide. Sachant que je serais absent plusieurs jours, je lui avais donné une bonne dose de sel pour qu'elle se tienne tranquille. Pas trop non plus, hein, ça l'aurait tué. Il faut bien mesurer. Le sel est efficace contre les skelets et toutes les créatures aquatiques. C'est pourquoi une douve entoure mon jardin. Elle est peu profonde, mais l'eau contient une forte concentration de sel. Cette sorcière mourrait en quelques secondes si elle s'échappait et tentait de la traverser. Et cela tient les êtres de marécage à l'écart. Vois-tu, jeune Tom, je n'ai pas le cœur aussi tendre que M. Grégory. Il enferme les sorcières dans des fosses parce qu'il ne peut pas se résoudre à les achever. Moi, je le fais pour les punir. Je leur inflige 1 an dans un puits pour chaque vie qu'elles ont prise. 2 ans si c'est celle d'un enfant. Puis je les repêche et je les tue. Maintenant, voyons si on peut jeter un coup d'œil sur ce skelte dont je t'ai parlé, celui que j'ai capturé près du canal. Il me conduisit près d'une autre fosse, presque 2 fois plus large que la première, et qui me parut très profonde. Elle était également fermée par des barres de fer, mais plus nombreuses et plus serrées. Au-dessus, je ne distinguais qu'une surface d'eau fangeuse. Orquite secoua la tête. Oh, il s'est réfugié au fond. La dose de sel que je lui ai administrée l'a assommé. Mieux vaut ne pas réveiller un squelette endormi. Tu aurais d'autres occasions de le voir au cours de ton séjour. Bien, allons faire un tour au jardin. En passant, je demandai désignant de la tête de la sorcière la fosse à la sorcière. A-t-elle un nom? Orquite s'arrêta et me dévisagea. À son expression, je compris que j'avais proféré une stupidité. D'une voix cinglante, il répondit. Oh, ce n'est qu'une sorcière d'eau des plus ordinaires. Si elle se désigne de quelque manière, je l'ignore et ne veux pas le savoir. Ne pose pas de questions idiotes. La moutarde me monta au nez. Oh, il est parfois très utile de connaître leur nom, répliquai-je sèchement. Monsieur Grégory tient une liste de toutes les sorcières dont il a entendu parler ou qu'il a affrontées en personne. Arquette approcha son visage si près du mien que je respirais son haleine aigre. Tu n'es plus à Chipenden, petit. Pour l'heure, tu travailles sous ma direction, et si tu me parles encore une fois sur ce ton, je te flanque la raclette de ta vie. Me suis-je bien fait comprendre? Je me mordis les lèvres pour contenir une réponse cinglante et fixer le bout de mes bottes. Qu'est-ce qui me prenait? La vérité, c'est que je pensais qu'il avait tort, et je n'aimais pas non plus le ton qu'il avait employé. Mais j'aurais dû maîtriser ma colère. Mon maître m'avait prévenu que j'aurais à m'adapter. Suis-moi, Tom Ward, reprit Orquide d'une voix radoucie. Je vais te montrer mon domaine. Au lieu de reprendre l'escalier, il se dirigea vers la roue du moulin. Je crus qu'il allait la dépasser, puis je remarquai une porte étroite qu'il déverrouilla. Nous émergeâmes directement dans le jardin. Des lambeaux de brume traînaient encore ici et là. Nous fîmes un tour complet en longeant les douves. Orquide pointa le doigt vers le sud-est. Là-bas s'étendent les marais du monastère. Plus loin, on aperçoit le mont aux moines. Ne t'aventure jamais seul dans les marécages, ou du moins, sans avoir soigneusement étudié la carte auparavant. Vers l'ouest, une haute digue de terre protège la baie de la marée. Je m'efforçai de retenir ces informations. Maintenant, dit-il, je vais te présenter. Portant deux doigts dans sa bouche, il a mis un sifflement strident, puis un second. Presque aussitôt, une galopade résonna du côté du marais. 2 énormes chiens-loups surgirent et franchirent la douve d'un bond. J'avais côtoyé les chiens à la ferme, mais ceux-là avaient quelque chose de sauvage. Ils semblaient plus loups que chiens, et si j'avais été seul, je suis sûr qu'ils se seraient jetés sur moi. L'un avait un pelage gris, rayé de noir. Son compagnon était noir comme du charbon. À part une tache claire au bout de la queue, il fonçait la gueule ouverte, les crocs luisants. « Assis !» ordonna Orquite. Ils obéirent aussitôt et fixèrent leur maître, la langue pendante. Celui-ci me désigna la bête noire. « Voici Griffe, la femelle. Ne lui tourne jamais le dos, elle est dangereuse. L'autre, c'est Croc. Il a meilleur caractère. Ce sont des travailleurs, pas des animaux domestiques. Ils acceptent mon autorité parce que je leur fournis leur pitance, et ils savent qu'ils ne doivent pas me contrarier. Mais ils n'ont d'affection que l'un pour l'autre. Ils sont inséparables. » J'ai été élevé dans une ferme, confiai-je. Nous aussi, nous employons des chiens.
En ce cas, tu comprends ce que je veux dire. On ne fait pas de sentiments avec eux, on les traite bien, on les nourrit bien. En retour, ils nous servent. Toutefois, les chiens de ferme n'ont pas grand-chose en commun avec ces deux-là. La nuit, je les attache à la chaîne près de la maison, et ils aboient si quelqu'un approche. Pendant la journée, ils chassent les lapins au bord de les marais, et restent à l'affût de tout ce qui pourrait représenter une menace. Mais quand je pars m'occuper d'une affaire, ils m'accompagnent. Dès qu'ils ont flairé une piste, ils ne la lâchent plus. En cas de nécessité, ils tuent à mon commandement, s'ils travaillent dur et je sais les récompenser. Si j'abats une sorcière, et je lui arrache le cœur, et je le rejette en pâture. Comme ton maître te l'a sûrement enseigné, cela l'empêche de sortir de sa tombe, ou de revenir dans notre monde en s'emparant d'un autre corps. Ainsi, je n'ai pas besoin d'enterrer les mortes. Ça me fait gagner du temps et de l'espace. Tandis que nous remontions vers la maison, les chiens sur nos talons, je remarquai un détail insolite. Deux colonnes de fumée montaient du toit du moulin. L'un provenait certainement du fourneau de la cuisine, mais l'autre. Je me demandais si un feu était allumé dans la pièce du haut, celle qui était fermée à clé et où Orkwhite m'avait déconseillé d'entrer. Gardait-il dans cette chambre une personne dont il voulait dissimuler la présence? Puis je me souvenais des morts qu'il laissait errer librement. Cet homme irritable n'appréciait sûrement pas les indiscrets. Cependant, j'étais trop intrigué. Monsieur Orkwhite, risquai-je sur un ton poli, puis-je vous poser une question? Tu es là pour ça, petit. C'est à propos de la lettre que vous m'aviez laissée. Pourquoi permettez-vous à des âmes sans repos de hanter la maison? Une contradiction de colère lui tordit le visage. Ces morts sont mes parents, Tom Ward, et je ne souhaite pas en discuter avec toi ni avec quiconque. Alors réfrène ta curiosité. Quand tu retourneras chez Monsieur Grégory, interroge-le. Il te racontera ce qu'il sait. Moi, je ne veux plus entendre un mot à ce sujet, compris? J'acquiesçai, et nous regagnâmes la maison en silence. Si j'étais ici pour poser des questions, obtenir des réponses semble être une autre paire de manches.